Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont donc la principale information. Le chef de l'État a reçu ce matin le président de la région Harar, M. Mourad Abdelhadi. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par cet entretien qui s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel entre le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh qui a reçu le président du comité exécutif de la région Harar, M. Mourad Abdelhadi, qui effectue actuellement une visite dans notre pays. Plusieurs sujets d'intérêt commun portant sur les relations socio-culturelles entre les populations de la sous-région ont été évoqués au cours de cet entretien. Au-delà des frontières, les populations djiboutiennes et celles de Harar en Éthiopie partagent de nombreuses valeurs humaines, culturelles, sociales et religieuses. M. Mourad Abdelhadi effectue actuellement une visite à Djibouti. L'invitation du président de l'Assemblée nationale. Il a assisté hier à la séance solennelle d'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée. I come to visit Et à l'Assemblée nationale, une réunion des présidents des différentes commissions a lieu aujourd'hui, placée sous l'autorité du président du Parlement, Mohamed Ali Ahmed. Le bureau exécutif et les présidents des différentes commissions se sont réunis aujourd'hui. Donc, objectif de cette réunion était l'approbation de 9 projets de loi. Ces projets de loi ont déjà été votés dans l'Assemblée. La réunion a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. En outre, la prochaine séance sera entièrement consacrée à l'approbation du budget 2016-2017 et le début d'examen 2018. Également dans l'actualité, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, a reçu aujourd'hui dans son cabinet l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Christophe Guillaume. Ont assisté à cette audience le conseiller technique du ministre, le colonel Youssouf Riyad, ainsi que l'attaché de défense auprès de l'ambassade de France, le colonel Laval. Au cours de leur discussion, les deux parties se sont félicitées de la qualité de la coopération militaire existante entre la République de Djibouti et la République française. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawali, a reçu une délégation d'hommes d'affaires turcs conduite par M. Kazova. Les discussions portaient sur les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. M. Balou a dans son intervention salué les relations économiques qu'entretiennent nos deux pays. Le ministre de l'économie et des finances s'est pour sa part réjoui de cet échange au niveau économique entre la Turquie et Djibouti, un exemple d'intégration, a-t-il souligné. Et dans notre dossier de ce 22h, nous allons parler décentralisation avec cet atelier de restitution des résultats de la seconde phase de l'avant-projet du Code et du dispositif financier des collectivités territoriales. Deux instruments clés dans l'élaboration et la mise en place constitueront un pas significatif vers la décentralisation. Un magazine de la rédaction et un commentaire de Choukri Ali. Cette réunion a porté sur l'avant-projet du Code et du dispositif financier des collectivités territoriales. Deux instruments clés dans l'élaboration et la mise en place constitueront un saut qualitatif vers l'avant dans le processus de la décentralisation. Outre le ministre Aramis, le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Dawali, des parlementaires, des secrétaires généraux, Madame le maire de la ville de Djibouti, les préfets des régions, les présidents des conseils régionaux, ainsi que des cadres du département de la décentralisation ont pris part à cet atelier. Cet atelier de validation qui s'étalera sur 2 jours a été introduit par la présentation des grandes lignes par des experts, à savoir M. Yahya Kebd, expert juriste et chef de la mission, et M. Cheikh Abdou, expert en finances locales. Après le
rencontré des officiels à la faveur d'une pause café, les groupes de travail ont été constitués autour des thématiques suivantes. Les conditions d'exercice de la libre administration des collectivités territoriales, les compétences de celles-ci et de leurs organes, les fonctionnements des organes délibérants des collectivités territoriales, le contrôle de la légalité et le suivi de la décentralisation et enfin, le régime financier et le dispositif de financement. Les travaux de groupe qui ont enrichi les documents se poursuivront jusqu'à demain et seront suivis de la restitution en plénière, lesquelles donneront lieu également à des discussions. Enfin, ces documents seront validés par les participants de cet atelier. Le ministre de l'économie et des finances, M. Elias Moussa Daouel, a déclaré lors de son intervention que le sujet de la décentralisation n'est pas l'affaire du département de la décentralisation, mais concerne tout le gouvernement. On découvre certaines réalités. Ce n'est plus sur le plan seulement stratégique, ni sur le plan analytique de discussion à avoir, en tout cas à l'intérieur de cette décentralisation. Il y a une réalité et je pense qu'on est aujourd'hui forcé d'apporter des réponses. Et cette réalité est laquelle la décentralisation, tout au moins en tout cas sur le plan économique, est en train de se passer. C'est-à-dire que beaucoup d'investissements sont en train de se réaliser dans la région. Et ces régions sont en train d'accueillir plusieurs milliards de francs de boutique, plusieurs centaines de millions de dollars d'investissement. Si je prends un de ces exemples, le projet phare, entre autres, c'est le port de Tadjoura, de Goubet, mais également d'autres projets d'envergure, y compris les industries, en tout cas dans la partie du sud, à l'Esquire. Ces infrastructures supposent une autre façon d'appréhender la gestion des régions de l'intérieur. Dans son discours d'ouverture prononcé à cette occasion, le ministre de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, a d'emblée tenu à remercier l'auditoire nombreux et il a rappelé que renforcer l'assise juridique des collectivités territoriales et disposer d'une fiscalité locale capable de créer une dynamique de développement de nos régions sont donc les deux axes majeurs d'une décentralisation efficace et performante que le président de la République entend mettre sur pied. L'ordre du jour de cet atelier porte sur deux dispositifs qui, je suis sûr, constitueront un saut qualitatif à la décentralisation dans notre pays. Il s'agit de l'examen du Code général de collectivité territoriale et du financement de collectivités. Je rappelle au passage que la mise en place de ces deux dispositifs émane directement de la volonté du président de la République qui m'en a donné instruction dans les premiers jours de la mise en place de mon département. Renforcer l'assise juridique des entités territoriales et disposer d'une fiscalité locale capable de créer une dynamique de développement de nos régions, tels sont donc les deux axes majeurs d'une décentralisation efficace et importante que le président de la République entend mettre sur pied. Chers invités, car vous le savez tous, la décentralisation est certes un processus de longue haleine, mais c'est un processus qui doit avancer sur le terrain pour gagner l'adhésion de nos concitoyens qui ne cessent d'exiger les résultats concrets. Depuis ma nomination à la tête de ce département, je me rends en général plusieurs fois par mois sur le terrain. Et partout, que ce soit à Madgoul, à Assamo ou dans les quartiers de Djibouti-Ville, je perçois la même impatience de la part de nos concitoyennes qui veulent que la décentralisation améliore rapidement leurs conditions d'existence. Nous devons tous être convaincus, au gouvernement, comme dans la société civile, les élus communaux, régionaux, parlementaires, que cela demande une remise en question, parfois même une remise en cause de nos habitudes et même de nos modes de pensée. Il y va de notre crédibilité et de notre esprit de responsabilité de privilégier un dialogue social franc et être solidaire derrière cette réforme, bien sûr, qui est une alternative sûre pour mieux développer la région et les communes,
rapprocher l'administration et l'administré. Le ministère de la décentralisation a toujours bénéficié du soutien inconditionnel du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, sans qui tout ce travail n'aurait pu être réalisé. En effet, par sa vision et son soutien, la question de la décentralisation a pu franchir les obstacles les plus compliqués. Et à présent, je vous propose de suivre cette fois l'allocution du ministre du Travail dans laquelle il informe les agents de l'État de la réactualisation des effectifs des personnels fonctionnaires et conventionnés soldés donc dans le budget national, et ce afin de valoriser le capital humain par une utilisation optimale des personnels disponibles et de leurs compétences pour atteindre ces objectifs. Il est, selon le ministre, indispensable de s'assurer que l'effectif de chaque service soit réel. Nous l'écoutons. J'informe les agents et les services de l'État qu'une commission que je préside a été mise en place ayant pour mission la réactualisation des effectifs du personnel fonctionnaire et conventionné soldés sur le budget national. Dans le cadre de l'accompagnement de l'activité de cette commission, des contrôles physiques inopinés seront planifiés systématiquement dans les services de l'État. En effet, une des finalités de la réforme de l'administration est de valoriser le capital humain pour une utilisation optimale des personnels disponibles et de leurs compétences. Pour atteindre cet objectif, il est indispensable de s'assurer que l'effectif de chaque service soit réel et présent. Un des constats malheureusement peu réjouissants qui ressort des enquêtes préliminaires est que l'administration est devenue un instrument à rémunérer des effectifs fictifs. Cette situation ne saurait être tolérée. Il est aussi pointé l'inefficience et l'inefficacité des systèmes de gestion des ressources humaines qui, dans certains services, n'existe que de nom. La fonction plutôt des ressources, de la gestion des ressources humaines a été délaissée. Elle doit être réhabilitée pleinement. Les responsables de la gestion des ressources humaines, points vocaux de mon département, doivent retrouver leur rôle et collaborer avec cette commission pour corriger les dérives identifiées dans la gestion du personnel. La masse salariale a atteint des proportions insoutenables. La sincérité et la stabilité des effectifs est une nécessité. Je demande au réseau des gestionnaires des ressources humaines des services de l'État une implication plus forte dans la réalisation de leurs missions pour une gestion dynamique et fiable des effectifs de leurs services. Je saisis cette occasion pour rappeler aux agents de l'État qu'ils doivent faire preuve de ponctualité, de rigueur et d'abnégation pour assurer les services publics. En tant que ministre en charge de la fonction publique et de la réforme de l'administration, je veillerai à ce que ces règles et principes directifs soient respectés. Une détermination et une pugnacité unique dans tout ce qu'ils font, voilà ce qui est attendu de la jeunesse djiboutienne cette année avec le concours Grand Prix du chef de l'État, initiative jeunesse. Avec nous pour nous en parler sur ce plateau, Samatar Saïd. Bonsoir Samatar. Comment s'est déroulée donc ce matin cette séance de concertation et de réflexion? Eh bien, Ferdous, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, a réuni les représentants des différents départements ministériels afin de lancer les préparatifs de la 4e édition du concours Grand Prix du chef de l'État, initiative jeunesse. Les représentants des différents départements ministériels qui formeront, entre autres, les jurys ont participé à cette réunion de concertation et de réflexion. Mais Samatar, parle-nous un peu de ce Grand Prix du chef de l'État. Qu'en est-il? Le but
Le but ultime de cette initiative est louable, et de se battre pour l'amélioration des conditions de vie de nos jeunes, qui est de se satisfaire les attentes et les aspirations du peuple djiboutien. Rappelons que les lauréats du concours recevront les mains du chef de l'État, par la main du chef de l'État plutôt, leur prix le 1er novembre lors de la célébration de la journée africaine de la jeunesse. Fort de constater, Fordous, que le chef de l'État est non simplement le précurseur de cette initiative louable, il a dédié à la jeunesse, mais aussi le mécène qui a eu l'idée de fournir aux lauréats méritant ce grand prix qui est comme un catalyseur dans la vie des jeunes combatifs ayant l'idée précise d'aller de l'avant. Un choix qui honore la jeunesse djiboutienne et qui démontre la volonté des autorités nationales de promouvoir le sport et d'éveiller dans l'esprit de la jeunesse et des valeurs républicaines. Les aider à avancer à tambour battant dans le projet et les accompagner à les préparer mentalement pour qu'ils puissent faire face aux entraves qui cassent souvent en eux les élans de toutes sortes d'initiatives contribuant à la cohésion sociale et au développement culturel et sportif. Au cours de cette réunion, de nombreuses questions ont été soulevées par les représentants de chaque département ministériel qui, à tour de rôle, ont tenu à expliquer les activités qu'il faut entreprendre afin de les accompagner, la jeunesse, les motiver davantage et les encourager à lutter contre les sirènes de la délinquance, mais aussi les affres et de la débauche. Merci Samatel pour cette analyse. Et dans le reste de l'actualité, une forte délégation d'hommes d'affaires turcs séjourne depuis hier à Djibouti, et ce en prévision de l'organisation d'une grande réunion avec alors donc homologues djiboutiens et parallèlement à la tenue des travaux de la commission ministérielle mixte djibouto-turque. La délégation est composé d'une vingtaine de personnes et compte à sa tête M. Volkan Kazova. Cette délégation a été reçue par le président de la Chambre de commerce, Youssouf Moussa Dawale, en présence de plusieurs opérateurs économiques djiboutiens affiliés à la Chambre de commerce. Les hommes d'affaires djiboutiens et turcs vont constituer un conseil conjoint qui sera chargé de faciliter les rapports et les contrats entre les partenaires économiques. Lors de cette rencontre, plusieurs questions portant sur les échanges économiques et commerciaux ou les services ont été donc abordés. Le conseil conjoint sera formé de représentants du secteur privé et de deux parties. L'ambassadeur de Djibouti à Ankara et de Turquie à Djibouti ont pris part à cette rencontre. Une liste d'actions à entreprendre pour répondre de l'engagement que nous avons pris à travers la signature de l'accord portant création du Conseil conjoint des affaires. Dans le cadre de cette réunion, donc, nous vous proposons de finaliser la création de notre instance par l'adoption d'un bureau avec à sa tête un président. Cette présidence pourra être tournante et exercée par mandat successif, soit par un ressortissant turc ou djiboutien, ou sinon une coprésidence. Nous devrions ensuite nous accorder sur un calendrier de rencontres et un plan d'action à entreprendre conjointement afin de lever tout obstacle au développement de nos relations d'affaires. Nous vous proposons ensuite de discuter librement des relations d'affaires entre nos deux communautés et des voies et moyens pour le renforcement, en donnant à chacun des participants l'occasion de s'exprimer et de donner son avis. Et les hommes d'affaires turcs ont visité ce matin plusieurs installations et infrastructures du pays et ont pu également rencontrer des hauts responsables djiboutiens, suivant ces explications sur la formation de ce conseil conjoint entre partenaires économiques. La délégation qui nous a rendu visite ce matin à Djibouti et pour 2 jours est ce qu'on appelle DEIC. C'est les différents patronats des différentes villes de la Turquie, les différentes régions de la Turquie. Et surtout, les deux présidents avaient insisté en 2015 à ce que le business soit facile entre les deux communautés. Donc nous nous sommes convenus de nous revoir incessamment sous peu et de vraiment lancer ça, faciliter les visas pour les hommes d'affaires de deux côtés pour que ce mouvement se fasse facilement entre nous.
Également dans l'actualité, le chef de corps des gardes-côtes djiboutiens, le colonel Waïs Amar Bogoré, s'est entretenu ce matin avec le directeur général de l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, M. William Swing. Ce dernier a pu notamment visiter les équipements et les installations des gardes-côtes dans les bateaux et moyens maritimes utilisés pour la surveillance des côtes et de lutte contre l'immigration clandestine via la mer. M. William Swing a loué le travail admirable mené par les gardes-côtes et les résultats obtenus. Selon lui, donc, ce corps accomplit une importante mission dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime. Il a félicité le colonel Waïs Amar Bogoré, commandant de la garde-côte, pour son travail accompli en un laps de temps record. Le colonel a quant à lui remercié donc le représentant de l'OIM pour son soutien permanent. Diplomatie cette fois, notre ambassadeur en Fédération de Russie a présenté ce matin au président de Biélorussie, M. Alexander Loukachenko, ses lettres de créance en sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Djibouti auprès de la République de Biélorussie avec résidence à Moscou. Au cours de cette cérémonie officielle de remise de lettres de créance qui s'est tenue au palais présidentiel, l'ambassadeur de Djibouti a d'abord transmis au président de la République de Biélorussie les salutations chaleureuses de son homologue djiboutien. Le chef de l'État biélorusse a pour sa part demandé au nouvel ambassadeur de transmettre ses meilleures salutations à son homologue djiboutien. Celui-ci a loué la détermination dont le président fait preuve dans ses actions pour la promotion de la paix dans la région de la Corne de l'Afrique. Et retour à Djibouti, la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, a lancé hier le service de paiement des pensions à domicile pour les retraités aliétés, Samatar, qui bénéficient de ces consultations médicales. Fabrice, ce sont des personnes âgées, à la santé très fragile et qui ont dans la foulée bénéficieront des consultations médicales sur place. L'équipe composée de contrôleurs assermentés du caissier principal pour payer les pensions. En blouse blanche, les médecins accompagnent la femme mission d'établir des diagnostics sur l'état de santé, faisant d'une pierre deux coups. Ces personnalités sont ainsi les premiers retraités à percevoir chez eux leur pension retraitée des mains. Eh bien, Samatar, quel est l'objectif réel de ces opérations? En fait, l'objectif de cette opération, Fadous, inédite de la CNSS, est de renforcer d'une part une politique de proximité en faveur de cette affiliée à la santé, chancelante de se déplacer à la CNSS. Encore moins de pouvoir tenir devant les guichets pour percevoir leur pension. C'était là aussi l'occasion de procéder à des visites médicales. L'équipe composée des contrôleurs et du caisse principal, cette opération a été lancée à l'initiative du directeur général de la CNSS, M. Hassan Roblé, qui a estimé que la CNSS avait le devoir d'apporter toute son assistance à nos aînés et de leur témoigner notre soutien et notre engagement à dispenser de leurs services sociaux à domicile aux plus vulnérables. Jusqu'à là, les retraités aliétés voyaient uniquement débarquer chez eux une fois tous les 6 mois des agents de contrôle qui ont pour mission de vérifier si ces personnes étaient encore en vie. Mais cette nouvelle politique, il s'agit de veiller à leur confort, leur bien-être ainsi qu'à leurs états de santé. C'est pour cette raison qu'un médecin de santé CNSS accompagnait cette équipe de mobile. Ces derniers a consulté domicile également les retraités aliétés afin d'établir un premier diagnostic de l'état de santé et de ces personnes. Comme ce médecin qui a affirmé durant la visite que certains prenaient des médicaments inappropriés alors que d'autres ont arrêté de prendre des traitements pour des maladies chroniques et par conséquent leur état de santé s'est dégradé. Ils ont sensibilisé à leur prendre leurs médicaments. Ils fournissent d'ailleurs gratuitement dans leur pharmacie. En outre, ils ont demandé un rendez-vous en autre pour effectuer des diagnostics approfondis pour percevoir des soins spécialisés comme la kinésithérapie ou l'acupuncture.
Merci Samatar pour cette analyse et nous allons parler maintenant donc de la lutte contre l'immigration clandestine. La République de Djibouti, en raison de sa position géographique, enregistre chaque année un grand nombre de migrants transitant sur le territoire national durant leur trajet pour le pays du Golfe. Ce phénomène de migration irrégulière touche également la jeunesse dans leur quête d'un avenir meilleur. Malgré l'absence de chiffres sur le nombre de candidats à la migration irrégulière ou les immigrés, il est évident qu'une collecte de données sur la migration régulière et irrégulière est importante. C'est pour lutter contre ce phénomène de migration que l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, organisé hier une formation sur la collecte et connexion des données entre différentes institutions. Les sources des données statistiques et administratives sur la migration internationale, surtout l'impact des données disponibles à Djibouti. A pris comme objectif de définir avec le gouvernement djiboutien un profil migratoire pour Djibouti, et pour mettre en œuvre un profil migratoire et pour mettre en œuvre une politique de migration dans un pays, il faut à tout prix avoir des données. Et c'est ce qu'on appelle la mise en œuvre d'une evidence-based policy. Il faut pouvoir se baser sur des faits. Or, la situation dans la plupart des pays en matière de migration internationale est l'absence de données. Ce n'est pas uniquement à Djibouti, c'est dans la plupart des pays africains et même au niveau mondial. Les données migratoires sont des données qui sont problématiques, peu fiables, manquantes. C'est vraiment quelque chose de problématique et d'inquiétant. Alors, l'objectif que nous avons ici avec l'IOM et avec les différents ministères, c'est de pouvoir mettre autour de la table tous les acteurs de la migration et de voir de quelles données ils disposent. Et donc l'objectif que nous avons, c'est de les identifier, de pouvoir les collecter, d'en faire des statistiques et surtout de favoriser la collaboration entre ces différentes institutions. Parce que je crois qu'on ne fera véritablement un profil migratoire sur Djibouti et on ne mettra en œuvre une politique de migratoire que s'il y a une collaboration entre les différents ministères, et IOM travaille dans ce sens-là parce que l'objectif de IOM est justement d'aider les pays à mettre en œuvre des politiques migratoires. Est-ce communiqué pour clore l'actualité nationale, la direction de l'Office national des eaux de Djibouti annonce que dans le cadre de l'exécution des travaux de réhabilitation et d'extension du système d'alimentation d'eau de la ville de Djibouti, des travaux relatifs à la pose d'une conduite d'eau potable seront réalisés sur le bas-côté de la route de Venise. Les travaux se dérouleront pendant 2 jours, à savoir vendredi 6 octobre 2017 et samedi 7 octobre de 6h du matin à 19h du soir. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde. En Catalogne, donc, l'Espagne ne dit pas connaître le oui à l'indépendance, emporté donc lors du scrutin d'hier. Pour nous en parler plus en détail, nous avons Hussein Aoulet sur le plateau. Bonsoir Hussein. Connaît-il donc de 90% des voix selon donc le gouvernement séparatiste? Effectivement, Fardous, donc le gouvernement séparatiste des Catalans avait affirmé que le oui à l'indépendance de la région espagnole l'avait emporté avec les 90% des voix à l'issue donc du référendum d'autodétermination interdit qu'il a tenté d'organiser. Le taux de participation atteindrait, selon les comptes de l'exécutif catalan, 42% de voix. Le porte-parole du gouvernement aujourd'hui, Touroul, a assuré que quelques 2,26 millions de personnes avaient participé au scrutin dimanche et que 2 millions avaient voté oui. Le référendum donc n'était cependant assorti d'aucun des critères garantissant la fiabilité du résultat. Liste électorale transparente, commission électorale indépendante et vote secret. Donc près de 80% des électeurs souhaiterait un référendum légal et accordé avec l'État. Le chef du gouvernement espagnol, M. Mariano Rajoy, estime que le référendum d'autodétermination en Catalogne n'a été qu'une mise en scène et que l'État de droit a prévalu. Et en sport, donc pour clôturer ce journal, nous allons parler donc de l'alcool qui est retiré des produits. Donc l'alcool ne sera pas donc une substance interdite par l'Agence mondiale d'antidopage à compter du 1er janvier 2018.
Effectivement, donc jusqu'au 31 décembre 2017, l'alcool est interdit en compétition seulement pour les sportifs engagés dans 4 fédérations internationales, à savoir l'automobile, l'aéronautique, le motonautique et le tir à l'arc. Les 4 fédérations internationales ont été prévenues afin de modifier les règles et de mettre en place des protocoles pour tester la consommation d'alcool et sanctionner adéquatement les athlètes qui ne respectaient pas les règles de leur sport. La Fédération internationale des tirs à l'arc a regretté donc ces décisions, estimant que les 3 critères nécessaires sont réunis pour interdire cette substance en compétition. La Fédération internationale des tirs à l'arc veut continuer à interdire l'alcool et adoptera donc les mesures nécessaires lors de la réunion de son prochain comité exécutif le 12 octobre prochain, Ferdous. Merci donc Hussein pour cette analyse. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Excellente soirée sur Télé Djibouti.